Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, ils peuvent avoir la saveur sulfureuse d'un amour caché, ils peuvent exhaler la méchante odeur d'un crime caché ou encore receler les tabous et interdits d'une époque. On parle secret de famille aujourd'hui avec Andrea Bescon, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire aujourd'hui, celui de la disparition d'un homme d'État et de paix, Aristide de Briand. Les programmes seront ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une fois n'est pas coutume, récré canine avec un drôle de concours So British. Et puis enfin, rendez-vous avec les années collège et Amélie Paris, notre chroniqueuse et prof documentaliste. C'est demain la journée internationale des droits des femmes. Les établissements scolaires se saisissent de l'occasion pour en parler. Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Existe-t-il une mémoire familiale du traumatisme? Comment les secrets de famille voyagent entre les générations? Voilà deux questions qui hantent le roman Une simple histoire de famille. Il vient de sortir chez Albin Michel, un roman qui suit 3 générations, 3 personnages. Et comme c'est aussi un livre à suspense, on va essayer de tout dire sans tout dévoiler. Il est signé Andrea Bescon, qu'on est très heureux d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Faut-il le rappeler, vous êtes danseuse, comédienne, réalisatrice, dramaturge, désormais romancière. À se demander ce que vous ne faites pas. Alors j'ai dit roman. Mais le point de départ, c'est pas un roman. Alors, c'est vrai que je remercie, enfin, je dis au remerciement quelque part que mon arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère d'ailleurs, m'a beaucoup inspirée pour le personnage de Louisette. Alors, je travaillais déjà sur le transgénérationnel, sur ce qui pouvait découler de génération en génération. Et en pleine écriture, au début de l'écriture quand même, mon père m'a révélé pas un secret de famille, puisqu'il venait de l'apprendre lui aussi. Voilà. C'est un secret de famille, surtout si lui-même vient de l'apprendre, pardon. Oui, mais en fait, c'était pas un secret comme quelque chose qu'on avait honte de dire. C'était quelque chose d'oublié. C'était quelque chose d'oublié, de perdu. Et donc, c'est mon arrière-grand-mère qui se serait défendue de son mari violent et elle l'a tué sur le coup. Voilà. Donc, elle a été internée dans la foulée. Et elle a pu terminer sa vie avec mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui ont réussi à la sortir de cet hospice ou cet asile à l'époque. On est dans les années... elle a fait ça dans les années 20. Hein, donc, c'est quand même pas totalement sans rapport avec votre roman et avec ce personnage de Louisette. Alors j'ai dit qu'on a essayé de tout dire sans tout dévoiler. Oui. Louisette, on est dans les années 60 et c'est ce qu'on appelle encore à l'époque une Catherinette. Oui, tout à fait. Après 25 ans, quand une femme n'était pas mariée. Vous savez ce qu'est qu'une Catherinette? J'avoue, je savais. C'est pas vrai? Ouais. Oh là. Si. Généralement, les femmes très cultivées. Non, c'est que les femmes savent, parce que c'est le genre de choses qu'on nous met sur le dos. Moi, je sais, mais c'est parce que je suis vieux. C'est un autre. Non, c'est pas trop ça. C'est que c'est une condition différente encore. Les femmes qui ne sont pas mariées ou qui n'ont pas d'enfants après 25 ans, surtout à cette époque. Moi, quoi. C'est un peu problématique. Et Louisette est un peu avant-gardiste quelque part, puisque c'est une femme libre qui n'a jamais voulu fonder de famille, qui ne veut pas d'enfants, qui ne veut surtout pas être mariée, mais qui, au demeurant, adore les hommes, adore le plaisir sexuel, adore être amoureuse, et elle le vit. Sauf que dans les années 60, évidemment, la contraception, etc., c'est quand même assez compliqué, et elle tombe enceinte, et cette fois-là, elle ne peut pas être avortée, puisque la faiseuse d'ange est en prison. Donc, elle porte cet enfant. Quelques jours avant l'avortement. Voilà, exactement. Et donc, elle décide évidemment de garder cet enfant, et elle se dit qu'au contraire, elle pourrait être cette fille-mère, comme on appelle ces femmes qui ont des enfants sans être mariées, surtout à cette époque. Sauf que, évidemment, ça engendre beaucoup de conflits dans la famille et qu'elle préfère fuir. Et naissance donc d'Hervé, oui, dont la maman s'appelle Suzanne. Voilà. Pourquoi on passe de Louisette à Suzanne? Voilà, c'est un des grands secrets de famille que va porter Hervé, qui va apprendre à 50 ans que son socle de l'enfance n'est pas celui qu'il croyait. Exactement celui qu'il imaginait. Hervé a lui-même une fille qui se prénomme Lio. Oui. Et oui, Lio qui va pousser à la vérité, qui va pousser un peu son père à confronter son passé, de par sa motivation en fait. Hein, c'est même un peu de manière collatérale, puisqu'elle va elle-même chercher sa propre vérité du côté de sa mère, qui est décédée quand elle était jeune. Et ça va pousser son papa à avoir la force de se confronter à ce passé. Alors, j'ai dit qu'on a essayé de pas tout dévoiler, parce qu'il y a un petit côté thriller de l'intime, hein, quand même. Oui. Il y a des rebondissements dans le bouquin, donc j'essaye de respecter la chose. Lisez-le, parce que c'est un roman d'action de l'intime, absolument. Il y a quand même un mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, que vous avez inventé, rien que pour Hervé, pour dire qu'il sent quand même qu'il y a un truc bizarre. Il est, écrivez-vous, inappesanté. Oui, puisque quand à 50 ans, on apprend
que son enfance, enfin, cette enfance n'est pas celle qu'on croyait. Il y a toutes ces racines qui se désintègrent. Et donc, j'avais cette image-là où cet homme, du coup, était vraiment inappesanté. Il n'était plus ancré dans le sol. Il n'avait plus de socle. Et voilà pourquoi j'ai inventé, entre guillemets, ce mot. Dans les fils qui relient Une simple histoire de famille qui vient de sortir et Les Chatouilles, aussi bien le spectacle que le film, il y a le rôle des mères qui est évidemment fondamental. Avec quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans le roman, alors je suis un petit peu obligé de le dire, Louisette va quand même se dire mieux vaut pas de mère qu'une mère absente. Au fond, il y a 1000 façons d'être mère. Ah oui, il y a 1000 façons. Parce que dans Les Chatouilles, elle est présente, la mère. Elle est tout Sauf à fait qu'en vrai, présente. elle est absente. Elle minimise la douleur. Oui, mais c'est une forme d'absence. Mais c'est une forme d'absence, évidemment. On est d'accord. D'écoute. Ouais. Oui, mais ça, on le retrouve assez couramment dans les familles aussi, que les mères, souvent d'ailleurs, on se dit, mais attends, cet enfant était violé, par exemple, dans le cas d'inceste, cet enfant était violé depuis des années par le père, mais qu'a fait la mère? Est-ce qu'elle a fermé les yeux? Est-ce qu'elle a laissé faire? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle ne le savait pas? Voilà, donc il y a aussi cette responsabilité-là qui est induite par le patriarcat, faut pas se mentir. Et oui, il arrive que les mères soient absentes et même parfois contre leur propre fille. Mais moi, ce que je me suis dit quand même, c'est qu'il y a que Odette des Chatouilles, finalement, faisait dire à Louisette, voilà, pas de maman, c'est mieux qu'une maman nulle, quoi. Je crois que c'est très toxique d'avoir des parents ou une maman qui... Enfin, parce qu'on attend peut-être d'une mère qu'elle soit complètement en compassion avec sa fille et le trajet de sa fille et les traumatismes de sa fille. Là, on remarque que c'est pas le cas. Andrea Bescon, dans le Grand Oral de la Quotidienne, pour parler de son roman Une simple histoire de famille. Ça vient de sortir chez Albin Michel. On reparle aussi un petit peu des Chatouilles, le spectacle, le film. On se retrouve après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui consacré à Aristide Briand puisqu'on est le 7 mars et c'est un 7 mars en 1932 que disparaissait Aristide Briand, homme politique qu'on croise bien sûr dans les programmes d'histoire lors de sa scolarité. Absolument. Aristide Briand naît à Nantes en 1862 à la grande carrière politique. Il a été 11 fois président du Conseil sous la Troisième République et plus de 20 fois ministre. Donc sa jeunesse, il la passe entre Nantes et Saint-Nazaire où il fait des études de droit. Il devient clerc de notaire avant de décider de s'engager en politique. Il commence à écrire des articles dans l'Ouest républicain, ainsi que dans le journal anticlérical La Lanterne, et il s'engage auprès des radicaux socialistes. Il est un poil moins connu, mais c'est un des fondateurs du Parti socialiste avec Jean Jaurès. Absolument, les deux hommes sont très liés un temps, après ils seront en désaccord sur plusieurs sujets, mais en 1901, en effet, ils fondent tous les deux le Parti socialiste, et un an plus tard, Aristide Briand devient député. 1901, on est à l'époque où la France pense à une loi pour achever la laïcisation de la société française. Ça va donner les lois de 1905. Absolument, loi de la séparation de l'Église et de l'État, portée par Aristide Briand. C'est à ce moment-là qu'il se fait remarquer, parce que la tâche est lourde, les débats sont compliqués, il faut convaincre sans froisser personne, et le monde politique découvre ses talents d'orateur. Ça fait sourire Andrea. Voilà, elle a envie de vous dire, ça marche pas, j'ai essayé sur mes sujets, ça marche pas. En tout cas, Aristide Briand, il essaye, et le monde politique découvre ses talents d'orateur. Une grande aisance à l'oral, on disait de lui qu'il avait une voix de violoncelle. Ah, l'instrument. Voilà, instrument dont on dit qu'il ressemble plus à la voix de l'homme, à la voix humaine. Donc 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État et début d'une grande carrière pour Aristide Briand. Grande carrière, puisqu'entre 1906 et 1913, il est constamment au gouvernement en tant que ministre, instruction publique, justice, et il joue un rôle extrêmement important au gouvernement lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Oui, et encore une fois, sa force de persuasion et son charisme lui valent une très bonne gestion des affaires étrangères. C'est d'ailleurs son portefeuille quand il est président du Conseil entre 1915 et 1917. On lui doit aussi une parfaite organisation de la bataille de la Marne, de la ténacité lors de la bataille de Verdun. Bref, son action lors de ce conflit mondial est saluée par les Français. Mais Aristide Briand doit surtout sa postérité à son action lors de l'entre-deux-guerres. Et oui, c'est même une des personnalités politiques les plus importantes de la diplomatie pendant l'entre-deux-guerres. Il fait même la une du Time en 1925. On le connaît en tant que fervent défenseur du couple franco-allemand et de la paix en Europe. En 1925 sont signés les accords de Locarno qui garantissent les frontières établies lors du traité de Versailles en 1919, traité qui sera donc violé par Hitler en 1936, mais pour lequel, 10 ans avant, Aristide Briand obtient le prix Nobel de la paix. On se souvient également de son discours devant l'Assemblée, la Société des Nations, où Aristide Briand condamne la guerre et veut adopter une politique de désarmement généralisé. Ce sera en 1928 le pacte Briand-Kellogg signé par plus de 60 pays pour indiquer
expliqué qu'il renonce solennellement à la guerre. Grand pacifiste. Voilà, grand pacifiste. Il meurt en 1932, 2 mois seulement après avoir quitté la vie politique. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Oui. Andrea Bescon, Grand Oral. Vivre avec le trauma, débusquer les secrets de famille, sursoir à la violence et au désir de vengeance sans s'autodétruire. Tous ces sujets parcourent l'œuvre d'Andrea Bescon qui vient de publier Une simple histoire de famille chez Albin Michel. Il y a une affaire d'époque. Alors, qui était un petit peu sensible déjà dans les chatouilles, on avait plusieurs périodes qui se mélangeaient, mais là on a vraiment plusieurs temporalités. Vous partez d'une époque triomphante pour le patriarcat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais à ce personnage de Lio, qui est une jeune femme d'aujourd'hui et qui va renverser complètement toutes ces idées reçues-là. Alors Lio, justement, c'est la petite fille qui rêve de vengeance, qui rêve de meurtre. Elle fantasme un nombre de fois incroyable. Ou elle fantasme ou pas, on va mettre un suspense, elle le fait à un moment donné. C'est une sensation que vous avez puisée dans votre vécu. Oui, tout à fait. En fait, j'ai lutté longtemps contre ça. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance compliquée par les viols que j'ai subis à 9 ans par un ami de la famille. Et j'ai souvent fantasmé de tuer cet homme. Avec un luxe de détails à peu près comme quand Lio... Oui, dans toute forme de scénario possible. Et je me suis accaparé cette légitimité-là en me disant tu as le droit en fait de ressentir ces images et ce besoin. Par contre, évidemment, tu es une personne non violente, parce que c'est ça la vraie voie de la vie, de ne jamais reproduire cette violence. C'est ça, je pense, l'intelligence et juste la générosité envers l'autre, envers l'humain et l'humaine. Mais on ne peut pas nier qu'on a droit à cette colère, qui est tout à fait légitime. Et à cette pulsion, colère que vous métabolisez, que vous exprimez avec vos spectacles, vos films, vos romans. Lio, elle va employer entre autres un moyen qu'on voit dans les rues de Paris, notamment le collage. Le collage. Oui, tout à fait. Ben oui, puisque le collage, il sert à être entendu malgré toutes les résistances qui s'opèrent dans cette société, notamment la société politique. Et on a besoin que les gens sachent ce qui se passe. Les gens ne savent pas tout à fait ce qui se passe, puisque pour l'instant, les médias ne sont pas encore tous à la hauteur du fléau. Andrea Bescon, Une simple histoire de famille. Il y a les femmes au secours des femmes. Ça aussi, c'est un thème qui revient. Alors, pas toujours, parce que dans les châteaux, on ne peut pas dire que la femme, en tout cas la mère, soit au secours de la petite fille. Là, en revanche, il y a Louisette et Simone. Il y a une notion de sororité. Et le mot qui revient, au fond, qui, moi, m'est apparu, c'est la notion de délicatesse dans les rapports. Oui, et cette sororité... Et puis il y a Louison et Suzanne, évidemment. Oui, alors cette sororité, je crois qu'aujourd'hui, elle est fondamentale. Je pense que la sororité n'est pas encore assez développée chez les femmes. Encore une fois, c'est un poids aussi du patriarcat qu'il faut qu'on arrive à éclater, j'ai envie de dire, puisqu'on voit souvent que les femmes ne défendent pas les femmes. Je veux dire, on va dire, mais pourquoi elle est montée dans cette chambre Qu'est-ce qu'elle croyait ? Elle croyait jouer au Scrabble. Bon, voilà. Tu dis, non, mais en fait, elle peut monter dans une chambre, avoir un désir et se dire, non, en fait, ce partenaire ne me convient pas du tout et j'arrête. Et le partenaire doit entendre. Pour les deux genres, évidemment. Mais on en manque encore un peu, beaucoup. En tout cas, vous créez des personnages avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de fin. Et de la même façon, d'ailleurs, que dans les chatouilles, dans Une simple histoire de famille, vous ne jetez pas tous les hommes à la poubelle. Ah non, absolument. Voilà, Hervé, notamment, Au contraire, je voulais mettre en avant la sensibilité des hommes, puisque les hommes ne naissent pas agresseurs. Malheureusement, 98% des violences sexuelles sont infligées par des hommes, mais enfin, les hommes, en règle générale, des personnes non violentes. Mais malheureusement, il y a quand même toute cette part de la masculinité toxique qui vient gangréner la société. Donc, c'était pas pour remettre en question les hommes, ni par misandrie, mais pour questionner le rapport. Et je pense surtout qu'on n'écoute pas assez les hommes qui ont cette sensibilité et qui sont d'ailleurs à nos côtés pour lutter contre ce patriarcat. Donc j'avais envie que Hervé... il incarne ça. Oui. Un peu comme le personnage joué par Clovis Cornillac dans le film, dans des chatouilles. Et puis il y a aussi le travail qu'on fait sur soi, mais vous dites, et ça c'est pas dans le livre, c'est dans un entretien, la voie de la non-violence, c'est un sacré boulot au quotidien. Oui, c'est un grand travail, surtout quand on est en colère, surtout quand on a subi des traumas. Vous vous décrivez comme quelqu'un qui est en colère. Oui. Comment vous faites sursoir à cette violence? Oui, mais bon, j'ai trouvé des exutoires. La danse, le sport, la musique, ce sont des exutoires. Le militantisme au quotidien, je me dis que cette colère, il faut l'utiliser à bon escient. L'art,
entre guillemets, les œuvres artistiques qui permettent de donner cette colère à l'espace public et de voir ce qu'on peut en faire. Et l'art est politique. Et bien voilà, on va parler de politique si vous voulez bien. Ouais. On va prendre une petite respiration avant. On va prendre la récré d'abord et ensuite on va effectivement en parler. Je signale que l'Express dit de votre roman que vous avez l'art de l'infime, je suis bien d'accord, des détails signifiants du décor ou décor, et que Match dit que votre premier roman, fort virulent, prouve qu'on peut vaincre la malédiction en ouvrant la boîte de Pandore où se tapit encore parfois la vérité. On retrouve Andrea Bescond juste après la récré. Emma Guessel. Emma, rebonjour. Bonjour, Emma. Dans l'heure de la récré, une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de... Alors c'est d'une grande blague, une fois n'est pas coutume, parce qu'elle parle de chien au moins une fois par semaine. Hein. Mais je prends un air très sérieux. Une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de nos amis les chiens. Et la star du jour, c'est Peggy. Peggy, qui a été élu chien le plus laid du Royaume-Uni. Alors, c'est un vrai le plus moche, quoi. C'est un vrai concours. Ça peut exister que là-bas. Voilà. Mesdames et messieurs, Peggy, s'il vous plaît. Pas mal. Hein. Donc, comme vous le voyez, a mis ses plus belles perles pour la finale. Alors, c'est un croisement entre un carlin et un chien chinois à crête. Je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Voilà. Et quand on est chien le plus moche du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, un relooking express chez une toiletteuse pour chien. Peggy a même eu le droit à un petit Peggy, on ne peut pas le laisser être laid tranquillement? Non, mais non. On lui a fait un petit masque à la myrtille parce qu'il fallait au moins ça pour le préparer. Ensuite, il a fait la tournée des médias. Parce qu'au Royaume-Uni, ils adorent les chiens. Il y a un foyer sur 3 qui en possède un. Voilà. Et si Peggy ça vous donne des idées d'endroits où envoyer votre CV. Exactement. Peut-être au Royaume-Uni. Et si Peggy remporte le titre du chien le plus laid, regardez qui remporte le titre du chien le plus beau. C'est Théodore, c'est mon chien, bien sûr. Regardez comme il est mignon. Est-ce que c'est pas le chien le plus mignon de la Terre? C'est absolument le chien le plus mignon de la Terre pour la chroniqueuse la plus formidable qui soit. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Andrea Bescond, Grand Oral. Andrea Bescond, donc invitée du Grand Oral, autrice du spectacle et du film Les Chatouilles, qui était dédié, qu'on reçoit pour son livre, Une simple histoire de famille chez Albin Michel. Les Chatouilles, à la fin, c'est dédié à nos enfants. Oui. Et là, au début, c'est dédié à Juno et Anton, qui sont vos enfants. Ouais. Oui, parce que C'est quand même votre grand moteur, c'est de parler à l'enfant, à vos enfants, à vous comme enfant. En fait, j'aimerais surtout parler aux adultes, mais à la responsabilité qu'on a de protéger nos enfants. Nos enfants, là, ils nous attendent, en fait. Ils n'attendent que la protection, que la prévention. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. D'ailleurs, souvent, on me dit, mais enfin, comment on fait de la prévention? On va les traumatiser. Je dis toujours qu'un viol est beaucoup plus traumatisant qu'une prévention. Et voilà, c'est notre responsabilité de parler à nos enfants. Mais ce n'est pas que la responsabilité citoyenne. Il faudrait que l'espace politique s'empare clairement. On va le dire, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, je voulais le faire, que vous avez publié des livres pour les enfants. Oui. Et si on se parlait, c'était 3 bouquins chez HarperCollins il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. En 2020. Ouais, voilà. Pas de politique de l'enfance, dites-vous, ce serait quoi? Alors moi, dans ma grande utopie, j'aimerais un ministère autour des violences, en règle générale, le spectre des violences, et faire vraiment rentrer la prévention dans le programme scolaire. Ce n'est pas 4 heures dans l'année, c'est une vraie matière qui parle de toutes les violences, de tout le spectre des violences, en parlant de violences conjugales, pédocriminalité, inceste, racisme, homophobie, violence animale, climaticide, tout ça est lié, c'est le même système. Et je pense sincèrement que si on parle tout de suite à nos enfants, ils sont quand même beaucoup plus protégés que si on ne le fait pas. Et c'est notre mission. Rôle de l'école extrêmement important. Mais vous, alors vous avez vécu avec un de vos enfants une sorte de cours de récré qui montrait qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, et pourtant, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur YouTube. On avait reçu ici Edith Maruet-Jouls qui fait des travaux absolument passionnants, une géographe du genre, et notamment sur la cour de récré. Visiblement, il reste du boulot à faire. Oui, il reste du boulot, mais parce que les enfants ne sont jamais... Retrouvé, en fait, il ne voulait pas jouer au foot et on lui a dit, tant pis pour toi, t'as qu'à te ranger dans un coin, quoi. Oui, c'est-à-dire que lui jouait à la corde à sauter, je ne sais plus à quoi. Et tout l'espace de la cour était pris par le foot. Un grand classique, ils sont 10. Et les 80 autres doivent prendre un quart de l'espace. Bon, c'est pas normal, mais donc il faut reprendre les choses à la base. Pourquoi vous vous êtes mis, vous, à écrire? Dans Les Chatouilles, vous faites dire à Odette, moi je ne parle pas beaucoup, je danse. Ouais. Et l'écriture a pris une place de plus en plus importante. Oui, complètement. D'abord, le spectacle Les Chatouilles était écrit, j'imagine, avant d'être interprété. Le film, c'est pareil, maintenant on en est au roman. C'est un grand virage, mais c'est toujours une question de légitimité. Déjà, en tant que femme, et je le vois même avec les médias, j'en parlais tout à l'heure, une journaliste me disait, c'est drôle, on n'arrive
pas beaucoup à trouver de femmes qui peuvent parler de leurs œuvres parce que elles disent je suis pas très légitime en fait, j'ai pas fait grand chose, alors que les hommes n'ont pas forcément ce réflexe-là. Après, je pense qu'il faut parler, qu'on doit prendre notre place et qu'on a beaucoup de choses à dire et à remettre en question sur cette société qui nous est imposée. Et on a notre place à prendre. Il y a quelque chose qui vous donne quand même une confiance absolument incroyable en vous-même, parce qu'il faut oser prendre la feuille, coucher les mots sur le papier, les envoyer à l'éditeur, même si c'est sollicité par l'éditeur, peu importe, ça n'empêche pas qu'il y aura un regard. Oui, mais je crois qu'il y a des étapes. Alors, j'ai de la chance, je suis née artiste quelque part. La danse, c'est tout de suite... C'était tout de suite ma maison. Mais assez jeune, quand j'écrivais mes rédactions en 6e, 5e, mon prof de français me disait « Alors vous, c'est sûr, vous écrirez des livres, Bescon, c'est sûr. » Et ça m'est resté dans la tête. Après, Caroline Marson, qui est mon éditrice de chez Albin Michel, a vu mon spectacle. Elle a beaucoup aimé le spectacle, mais a surtout aimé le texte. Et là, elle m'a dit « Il faut écrire. » Et c'était en 2016. Vous voyez ? Et seulement maintenant, je le sors, ce roman. Donc, il m'a fallu du temps pour avoir cette légitimité-là, me dire je suis capable de le faire et de m'emparer de mon ordinateur, de mes notes et puis de m'y mettre. Et en plus, comme ce récit s'imposait à moi sur le transgénérationnel, je me suis dit, mais enfin, pour un premier roman, tu attaques un siècle de vie. C'est un peu ambitieux, mais en même temps, moi, ça s'impose, en fait, quand j'ai besoin de raconter une histoire, elle s'impose à moi. Et donc, n'importe quelle difficulté, vous la résolvez. Tant pis. La colère, est-ce qu'on s'en débarrasse un jour, à votre avis? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Est-ce qu'au contraire, il faut en garder une petite flamme parce que c'est ce qui donne l'énergie de se battre? Oui, je crois qu'il faut en garder une petite flamme. Je pense que la colère se transforme aussi en courage, se transforme en mots, en action. Donc oui, il faut en garder. Il faut juste l'amener vers la lumière. Vous avez dit dans un entretien, et je vous avoue, je ne sais plus où, c'est pas bien vis-à-vis de mes collègues, mais bref, s'en sortir, c'est, je pense que vous êtes dans Match, s'en sortir, c'est surtout apprendre à s'aimer à nouveau, à être indulgent envers soi-même. Oui. Vous avez l'impression que vous vous en sortez mieux aujourd'hui? Comme toutes les personnes traumatisées, comme toutes les personnes qui ont été malmenées dans l'enfance, j'ai une immense période où je me dédaignais totalement. Je ressentais même de la haine vis-à-vis de moi, qui était due à la culpabilité, à la honte qu'on s'inflige en tant que victime et à la manipulation dont on a été victime, justement. On nous dit, c'est de ta faute, tu aimes ça, etc. Donc, c'est long, c'est très très long comme travail, mais c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui ont été victimes de violences à consulter, à aller voir un thérapeute. Il y a toute forme de thérapie possible et d'aide possible pour gagner du temps, pour pouvoir se reconstruire à nouveau. Ouais. Andrea Bescon, Une simple histoire de famille, c'est chez Albin Michel, ça vient de sortir, lisez le thriller de l'intime, ça vous va? Oui. Très bien. Ok, super. Merci. Les Chatouilles, évidemment, on peut le revoir. Peut-être bientôt revoir le spectacle, d'ailleurs. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être super. Les bouquins, c'est Si on parlait chez HarperCollins. Oui. Et comme je suis en train de paumer... aussi. Et en podcast. Écoute libre et gratuite, servez-vous. Toutes les plateformes d'écoute, servez-vous. Génial. Et bientôt au cinéma de retour, 28 avril? Oui, 26 avril. 26, pardon. Quand tu seras grand, un film que j'ai co-réalisé aussi avec Éric Métayer, qu'on a écrit et co-réalisé, comme Les Chatouilles. Et voilà, sur les personnes âgées, les enfants, les EHPAD, le personnel soignant. Et c'est vraiment une ode à l'être humain, une ode à l'amitié, à l'amour. Il va encore y avoir de l'humain et des politiques publiques. Oui. Peut-être pas dans le film, mais en tout cas, en termes de problématiques, il y en a. Andrea Bescon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Merci. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Prof documentaliste à Paris au collège Utrio. On va prendre un petit peu d'avance sur le calendrier puisque demain, nous serons le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et en tant que prof documentaliste, vous allez, j'imagine, faire travailler vos élèves sur cette question. Et oui, je suis même en train de réaliser un grand mur. J'aime bien qu'on fait comme ça. Je fais un grand mur, on voit les travaux du... Je vous amènerai des photos, un grand mur des femmes, donc à partir des travaux des élèves. Et c'est vrai que la date du 8 mars est souvent le point de départ ou le point d'arrivée d'un travail autour des femmes et de l'information et de la documentation. Mais aujourd'hui, Emmanuel, j'ai décidé de tester vos connaissances en vous faisant découvrir 8 femmes. Alors, il a fallu faire des choix. Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu votre texte? Ben non. C'est un quiz? Ben oui. Je ne vais pas vous donner les réponses quand même en avance. Oh là là non, je vous teste. Donc, il a fallu faire des choix parce qu'il y en a quand même 8. Elles sont toutes engagées, elles sont toutes féministes et elles ne sont jamais nées avant le XVIIIe siècle. Vous êtes prêts?
Allons-y. Alors, je suis née en France en 1848. J'ai fait mes études dans le journalisme grâce à Victor Hugo qui m'a permis d'entrer au journal L'Avenir des femmes. À l'époque, je propose déjà de féminiser les noms des métiers monopolisés par les hommes. En 1876, je fonde une société qui soutient le droit de vote des femmes. C'est mon plus grand combat qui me vaut le surnom de la suffragette française. Je suis Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, effectivement. Mais oui. Honte à moi. Et oui, qui est morte en 1914 d'ailleurs, donc 30 ans Absolument. avant que les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. Et d'une, j'ai 0. Pour l'instant. Oui, 0 sur 1. On reste en France. C'est pas vrai. On reste en France, mais on est au XXe siècle. Ouais. Cette fois, je suis née à Nice en 1927. Mon nom de jeune fille figure parmi les 76 000 noms des Juifs de France déportés, inscrits sur le mur des noms du mémorial de la Shoah. Mais avec ma sœur, je suis revenue. Devenue ministre de la Santé du gouvernement Giscard, j'ai fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse dépénalisant l'avortement en 1975 face à une assemblée réticente. Je suis Simone Veil. Oui. Olivier Dahan va consacrer un beau biopic tout récemment encore. Qui a bien fonctionné, je crois. Donc Simone Veil, née Jacob, entrée au Panthéon en 2018 et depuis rejointe par Joséphine Baker en 2021. Donc 6 femmes, je tiens quand même à le préciser, pour 75 Ce qui n'est hommes. pas énorme, oui, voilà. J'aime bien que vous faites les gros yeux. Quand je fais la féministe comme toutes ces femmes. Ouais. Alors, je suis la 8e d'une famille de 13 enfants, nés en 1895 dans un petit bourg minier proche de Bilbao. À 15 ans, je rêve d'être enseignante, mais par manque d'argent, je deviens couturière puis femme de ménage. Au début de la guerre civile d'Espagne, je prononce un discours pour défendre la République, surnommé la Passionaria. J'essaie de prendre l'accent espagnol. J'ai moi aussi toujours lutté contre les droits des femmes. Je suis morte à Madrid. Pour les droits des femmes, excusez-moi. Je suis morte à Madrid à l'âge de 93 ans. Je suis... Eh ben, j'allais vous dire la Passionaria, mais je vous avoue avoir oublié son nom. Dolores Ibarruri. Ouais, Dolores Ibarruri, absolument. Figure emblématique de la guerre civile espagnole et connue pour son slogan « No pasarán ». Allez, née en 1748, mon vrai prénom est Marie. On dit souvent que je suis la pionnière du féminisme puisque j'ai rédigé en 1791 le premier manifeste qui revendique l'égalité des femmes et des hommes. Je suis condamnée à mort pour avoir été contre les montagnards pendant la Terreur et je meurs guillotinée en 1793. Je suis... Olympe de Gouges. Et oui, et est-ce que vous saviez qu'Olympe de Gouges a été recalée au Panthéon en 2014 et elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale par le biais d'un buste en marbre blanc en 2016. En 2009, je me fais connaître par mon témoignage journal d'une écolière pakistanaise sur un blog de la BBC. Je continue. Ah oui, continuez parce qu'elle le mérite. Les violences que font subir les talibans aux personnes qui soutiennent l'éducation des jeunes filles. Mon engagement et ma notoriété gênent les talibans qui tentent de m'assassiner en octobre 2012. Grièvement blessée et toujours menacée de mort, je suis évacuée en Grande-Bretagne. En 2014, je suis la plus jeune lauréate de l'histoire du prix Nobel. Je suis Malala, Malala Yousafzai. Oui, Yousafzai, pardon. Oui, qui est aujourd'hui diplômée de la prestigieuse université d'Oxford et qui vit toujours au Royaume-Uni. Je suis née des amours entre une servante et un châtelain en 1830. Devenue institutrice, j'ai fondé une école gratuite et mixte, une nouveauté à l'époque. Je me bats pour la défense des droits des ouvriers et des femmes que j'encourage à travailler. En 1871, je participe aux événements de la Commune de Paris. Je suis... Louise Michel. Oui, la première à avoir utilisé le drapeau noir, emblème du mouvement anarchiste, qui était aussi surnommé la Vierge Rouge. Et aujourd'hui, 190 établissements Ça s'appelle Louise Michel. Oui. Allez, très court parce qu'on est en retard. Je me suis engagée pour la libération de l'avortement et la criminalisation du viol. Je suis... Gisèle Halimi. Oui. C'était pas ça votre truc là. Bah non, j'ai mis deux. Deux phrases. Et on termine avec cette pionnière du reportage clandestin à l'origine du journalisme d'investigation, née en 1864 aux États-Unis. J'ai infiltré un hôpital psychiatrique pour femmes dont j'ai dénoncé les conditions affreuses. Je suis... J'ai oublié. Nelly Bly. Je me suis planté sur les deux journalistes quand même. Il y a un petit truc psycho. Vous croyez? Ouais. Donc ça Merci fait pour 6 ces révisions. sur 8. Vous étiez meilleur sur le cinéma. Mal, hein. Oh, ça va, j'avais triché aussi, donc évidemment. Et si vous ne m'envoyez pas les réponses, comment vous voulez que je fasse? Moi, j'ai été biberonné à l'école des fans, vous n'avez pas pu connaître. On avait tous 10 sur 10 à la fin. Merci beaucoup, Amélie. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Coller. Saïd Mamou pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.